qu'il arrivait dans cet état où il n'y avait plus de dents, tout était cassé. Donc comment je réfléchis? Toi, en tant qu'expert, comment tu définirais le sourire de star? Alors le sourire de star, c'est quelque chose d'assez... Tu pourrais dire que c'est le mien, hein. d'assez Je me complexe. vexerai pas. Donc c'est comme si je prenais un petit crayon et que je Et tu dessinais. redessines. Voilà. Ah, ça m'impressionne. On Moi, verra, je ça grave se- pas les os, mais les cheveux. Oui. Bonjour Ralph. Bonjour Sarah. Alors, peux-tu te présenter? Alors déjà, merci de m'inviter pour cet échange autour de ce petit café. Écoute, moi je suis donc chirurgien dentiste spécialisé en esthétique, surtout en réhabilitation complexe. J'exerce à Paris, à Boulevard... Dans un très beau cabinet. Ouais, j'exerce à Paris dans un cabinet à Boulevard de la Madeleine qui existe maintenant depuis à peu près 6 ans. Donc ça fait maintenant à peu près 12 ans que je suis chirurgien dentiste et Vous êtes nombreux hein, dans votre structure. oui, là aujourd'hui j'ai commencé avec une petite structure. J'ai commencé, disons, on était 2-3 et maintenant la structure s'est vraiment développée. On est arrivé à 11 dentistes. On essaie d'exercer une dentisterie d'excellence. Toi, en tant qu'expert, comment tu définirais le sourire de star? Alors le sourire de star, c'est quelque chose d'assez... Tu pourrais dire que c'est le mien, hein. d'assez Je me complexe. vexerai pas. Alors maintenant, tu as un sourire de star. Grâce à toi. Pas que grâce à moi, mais en tout cas grâce à toi, puisque tu as réussi à suivre les conseils C'est vrai. qu'on t'a donnés. Et en fait, le sourire de star, aujourd'hui, c'est un sourire ça n'existe pas vraiment, mais c'est plus un sourire de star, on va dire, c'est un sourire qui sera très personnalisé. On va essayer de sublimer un visage à travers le sourire, parce qu'aujourd'hui, le sourire, c'est quelque chose qu'on remarque dans peut-être 90% du temps au niveau du visage. Donc le sourire va être une notion très subjective, mais très objective pour la population. Quand on travaille sur un sourire, on doit essentiellement regarder le visage de la personne. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi en collaboration sur certains cas, parce que le patient qui va venir va du coup nous demander de sublimer quelque chose. Et c'est à nous, en tant qu'experts, de savoir définir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Au niveau du sourire, je dois, dans un premier temps, donc, recevoir le patient pour pouvoir analyser sa situation et voir exactement et réussir à mettre des mots sur ce qui ne va pas. Et une fois que j'ai réussi à détecter les points, là, je peux lui proposer un traitement pour sublimer son visage et justement avoir quelque chose qui va lui correspondre et dans lequel il va se sentir bien et avoir une très bonne confiance en lui et justement avoir ce sourire En tant fait, espéré. tu as des critères ou des cases à cocher pour vraiment obtenir un super sourire, par exemple, dents alignées, check, blancheur, check. Disons, il y a quelques années, le sourire de star, qu'est-ce que c'était? C'était le sourire un peu hollywoodien. Ouais. Le sourire très blanc, très Ouais. aligné. Voilà. C'était un sourire qui on va dire, c'était la mode à peu près il y a 20 ans. C'est plus le cas aujourd'hui? C'est plus trop le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est D'accord. plus, je pense, comme dans la Ouais. médecine esthétique, Dans le dans naturel. des trucs très naturels. Avant, voilà, j'imagine que toi, dans Ouais. ta pratique, on te demandait peut-être des lèvres, des pommettes, des trucs qui C'est se ça. voyaient. Maintenant, on y revient et pareil, les dents à la base, on voulait des sourires très blancs, très alignés, très Ouais. américains. Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est plus très joli. Ouais. Et, La tendance de la quiet beauty, c'est-à-dire la médecine esthétique discrète. Il ne faut Exactement. pas que les gens voient qu'on a fait des actes. Donc, c'est un peu la même chose pour toi. Exactement. On est un peu dans cette ère-là. Et bon, moi, ça répond, je sais, à 90% de mes patients maintenant. Et j'ai à peu près 10% encore de gens qui veulent des sourires un peu Ultra smile. hollywoodiens extra- et ultra smile, très carré, très sourire de star, quoi. Et tu Mais, fais comment pour les gérer, ces patients? Tu essayes de leur expliquer ou tu arrives à répondre à... Alors j'imagine que, comme toi, que tu les interroges. Et le but, c'est quand même de satisfaire le patient. Ouais. Donc, on va les interroger, on va voir qu'est-ce qu'ils recherchent en venant chez nous. Et en fonction de ça, on va voir comment on peut leur apporter. Parce qu'on peut leur faire le sourire ou les soins qu'on veut. Mais finalement, si ça va pas et que nous, on est content mais pas lui, on part sur un échec. Donc, le but, c'est quand même de répondre à une demande d'un patient et de savoir l'accompagner. Que ce soit sur du sourire très naturel, soin très naturel, soin faux ou sourire plutôt très carré, très américain. Bon, il faut savoir le faire et le faire bien. Après, S'adapter au à nous patient. à nous de nous adapter, de gérer les trucs pour que au niveau de la santé, ça tienne et que ça soit bien. Donc, Ouais, toi, c'est- en tant qu'expert, tu ne peux pas définir un sourire de star, mais c'est le plus beau sourire de la personne. Exactement. En fait, D'accord. c'est vraiment pouvoir sortir le meilleur aspect de la personne. Alors, quelles sont les techniques que tu pratiques justement pour corriger, sublimer, améliorer le sourire ou la dentition des patients? En fonction du patient et de ses caractéristiques, on a beaucoup de soins qu'on peut offrir. Ça peut passer par des soins assez simples.
par exemple de réaligner juste des dents. Ça peut passer par des soins qui vont aller du moins invasif au plus invasif. Le moins invasif, c'est donc aligner les dents, blanchiment des dents, faire des petites résines composites, redessiner le sourire avec des petits composites, ou aller sur des techniques un peu plus invasives, comme des facettes pelliculaires à minima, ou alors des réhabilitations beaucoup plus complexes. On doit passer par des couronnes, des bridges, des implants et des choses comme ça. L'idée, c'est de voir la situation de départ, comment elle est, et avec le travail un peu de dentiste esthétique, de pouvoir designer le futur sourire et de savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Et donc, ça passe par soit, du coup, des petites choses, soit ça va passer par plus d'actes chirurgicaux. Tu combines des traitements, parce que moi, en médecine esthétique, je peux faire des injections, un laser, pour justement potentialiser le résultat. Est-ce que toi, dans ta pratique, vous faites plusieurs choses pour avoir un meilleur résultat? Ah ouais, j'imagine comme en médecine esthétique, à mon avis, on a une vision finale d'un projet et une vision esthétique qu'on veut offrir à un patient. Et à partir de là, on va voir, OK, qu'est-ce qu'on a dans notre attirail? Si on doit passer par un peu d'orthodontie, un peu de parodontie, enfin, un travail de gencive, un travail des structures osseuses, un travail des structures blanches, des structures dentaires, à ce moment, on met tout ça en œuvre. J'imagine que toi aussi, ça doit être pareil. Quand tu vois un visage, tu te dis, bon, je vais allier à la fois le laser, le truc un peu d'injection de botox, d'acide hyaluronique, etc. Et du coup, maintenant, pour les cas même complexes, on doit aussi allier la médecine esthétique, par exemple les sourires gingivaux. Je pense qu'on en reparlera, mais on doit allier un peu de botox pour les cas de sourires très complexes. Oui, on doit passer parfois on par voit beaucoup la gencive et donc parfois on doit passer par de la chirurgie maxillofaciale et des choses comme ça. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut savoir ne pas rester dans son domaine, mais savoir s'ouvrir à tous les domaines de la médecine pour pouvoir répondre aux besoins des patients. Et est-ce que tu arrives à avoir un joli résultat, même chez des patients où c'était assez compliqué au départ, qui n'ont jamais pris soin de leurs dents ou qui malheureusement la nature les a pas bien gâtés? Alors, disons ça moi j'adore ces challenges. Ces challenges, j'adore ça parce que moi je trouve que c'est le plus intéressant. Mais bon, après, faut savoir répondre un peu à tout le monde et comprendre un peu la logique des différents patients. Il y a certains patients qui prennent soin un peu d'eux tout le temps, donc ça va. Mais il y en a d'autres, au contraire, qui arrivent et ils n'ont pas pris soin d'eux depuis 15-20 ans. Et là, ils se disent, eux, c'est vraiment du one-shot. Ils se disent, OK, on va refaire les choses bien une fois et c'est reparti pour 15-20 ans. Donc, il faut savoir capter. C'est pas tout à fait vrai. Parce que, moi, j'ai porté un appareil dentaire quand j'étais jeune. Et avec l'âge et, j'imagine, les grossesses, mes dents ont bougé. Donc, j'ai dû remettre un appareil dentaire. Oui, c'est ça. Oui. Tu vas essayer de regarder un peu fréquemment s'il y a des choses qui bougent, etc. Tu vas prendre soin de toi. Certaines personnes vont voir ça et vont laisser les choses se faire, les dents se casser, les dents devenir jaunes, les dents s'enlever, tomber, etc. Et à la fin, ils vont se dire, OK, là, je vais me concentrer, je vais aller voir le dentiste et je vais tout refaire. Et du coup, là, c'est là où il faut justement repenser globalement toute la bouche et tout le sourire. Et c'est là que différentes spécialités vont rentrer en jeu. D'ailleurs, tu nous as apporté des photos de... D'ailleurs, je vous ai apporté quelques photos. C'est impressionnant. Donc, dans ces photos, on a plusieurs cas. Il y a des cas qui sont très subtils et des cas beaucoup plus complexes. Alors, il faut savoir que les cas complexes, finalement, c'est les cas les plus, on va dire, pas les plus faciles à réaliser, mais c'est des cas où, esthétiquement, c'est plus facile d'obtenir le bon résultat. Pour moi, les sourires les plus difficiles, c'est les sourires qui sont déjà très beaux et qu'il faut transformer en très, très, très beaux. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Parce que le petit gap, c'est très subjectif. Il faut savoir répondre exactement à la demande du patient, à ce que le patient recherche et obtenir un effet waouh. Et ça, c'est, je pense, comme toi, c'est quand tu as des demandes comme ça. Tu as déjà eu des demandes aussi complexes, soit par exemple sur les lèvres? C'est plus étendu, on ne se focalise pas que sur une zone. Donc on essaye toujours de faire un traitement combiné pour ralentir le vieillissement, donc traiter le regard, traiter le sourire. Mais c'est vrai que des fois on a des patientes qui viennent nous voir pour augmenter le volume de leurs lèvres, mais le problème ne vient pas des lèvres, ça vient des dents. Donc il faut un support osseux. Donc notre activité professionnelle se complète. On voit des patients également qui consultent pour l'hypertrophie des masséters. Donc j'imagine que pour toi, c'est pas très sympa ces patients-là. Alors moi, justement, quand ils ont des profils, on les appelle les carbocalciques, c'est-à-dire qu'ils ont des muscles ici très développés et souvent ils ont des visages très carrés, donc avec une jawline, tu appelles ça comme ça, la jawline très importante. Du coup, à ce moment-là, oui, on sait que fonctionnellement, il va y avoir des choses à prendre en compte aussi mécaniquement au niveau des contacts et des matériaux que je vais choisir au niveau des reconstructions. Ça va être un peu différent et du coup, oui. Et parfois, on est amené justement à envoyer pour faire des injections de Botox dans les masséters
quand c'est très important. C'est Pareil, là où... le sourire gingival, on les injecte. On peut projeter le menton quand il y a un rétrognatisme. Ouais, exactement. Vous prenez aussi en charge la partie ortho, ouais. Mais des fois, il faut un petit complément en acide hyaluronique. Exactement. Parfois, pour les cas, par exemple, de rétrognathie, disons qu'il y a de la rétroalvéolie. Rétroalvéolie, c'est quand, par exemple, le visage en bas, au niveau alvéolaire, les dents sont un peu rentrées. Du coup, ici, ça peut rentrer un petit peu. Donc là, facilement, j'imagine que tu peux injecter 2-3 points. Ouais. Et là, du coup, on retrouve un profil intéressant. Et pour les cas vraiment de rétrognatisme très important, là, c'est vraiment la structure osseuse qui est en arrière. Et donc là, souvent, on doit faire appel à de la chirurgie maxillofaciale pour réavancer, redessiner le menton, parce que du coup, le menton se retrouve trop en avant. Et du coup, j'imagine que là, si les patients font quelques injections, ce sera pas mal. Mais on n'obtiendra pas, je pense, le résultat qu'ils veulent, quoi. Dans les photos que tu as apportées, il y en a une qui est assez impressionnante. Donc, âme sensible, s'abstenir. Revenez dans quelques secondes. On va la mettre sur l'écran. Oui, alors ça, du coup, ça c'était, comme on parlait tout à l'heure des patients un peu stressés, et un peu carbocalciques, justement, avec des masséters très forts. Ce patient-là, c'était typiquement le patient qui s'est laissé aller pendant des années. Et voilà, il arrive au bout de, il avait la soixantaine et il arrive au cabinet en se disant bon, là j'arrive plus trop à manger, il faut que je fasse quelque chose. C'est quand même important de manger. Ouais, c'est important. il lui manque plein de dents. Sourire à la rigueur, mais surtout manger. arriver à l'âge de la retraite, on a envie de profiter de la vie. J'imagine que c'est plus simple d'avoir des bonnes dents pour manger. Donc il arrive à ce stade-là et du coup, ce qu'il alerte finalement, c'est pas vraiment l'esthétique, c'est pas vraiment d'avoir des belles dents. Lui, il s'en fout, c'est juste qu'il a plus de dents au fond. Et donc, il a besoin juste de manger. Donc, ça, c'est des raisonnements plutôt fonctionnels, mais moins sur l'esthétique. Mais du coup, si je dois redessiner ce sourire, je vais aussi lui apporter une touche d'esthétique pour que finalement, il ait à la fois la fonction, qui est très importante, et l'esthétique. Disons que l'esthétique, ça va être un peu la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Mais voilà, il faut toujours penser santé et fonction. À la base, on fait des dents pour pouvoir bien manger, pour pouvoir bien vivre avec. Et donc, sur ce patient, comment tu as réussi à lui permettre de remanger ? Et alors pour ce patient-là, finalement, donc, il est arrivé dans cet état où il n'y avait plus de dents, tout était cassé. Donc, comment je réfléchis ? Je me dis, OK, aujourd'hui, il devrait être dans cette situation-là. Je design cette situation-là avec mes prothésistes et je me dis, OK, là, il va manquer un peu de structure osseuse, un implant, un peu de gencive ici, il manque des dents là. Donc, je me dis, OK, on va commencer par, comme un architecte, on va commencer par assainir, créer des fondations. Une fois que les fondations sont bien, là, je recrée les dents derrière et les dents de devant, juste après, vont suivre. Donc, on recale, si on veut, les secteurs postérieurs pour qu'ils soient bien à l'aise. L'idée, c'est de passer par toutes ces phases et de savoir exactement vers où on se dirige pour savoir exactement quelle spécialité on met en œuvre. Tu combines les techniques entre greffe osseuse, prothèse. Disons qu'en fait, on se met à la place un peu. Mon rôle en fait de dentiste spécialisé en réhabilitation complexe, c'est de savoir être un peu un architecte et savoir justement donner le bon moment pour chaque spécialité. C'est-à-dire que pour ce cas-là, par exemple, on a commencé par d'abord assainir les gencives avec le parodontiste. Donc c'était, on va dire, un détartrage un peu plus approfondi. Ensuite, on a dévitalisé quelques dents qui étaient très infectées. Donc ça, c'est le travail de l'endodontiste. Donc elle va dévitaliser ses dents sous microscope pour obtenir des racines parfaitement saines et des fondations qui soient capables d'accueillir une couronne. Ensuite, l'implantologue est rentré en jeu. Donc il a posé les implants là où il manquait des dents. Les implants, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite racine artificielle qu'on va mettre au niveau de la gencive. Donc en mettant ça, en regalbant les structures, on laisse cicatriser ça quelques mois. Et ensuite, le patient arrive entre mes mains et là, je vais lui mettre des dents au niveau des secteurs postérieurs, au niveau des molaires, pour qu'il puisse manger dans un premier temps. Et ensuite, une fois qu'il a une bonne assise, là, je vais pouvoir lui redessiner l'aspect esthétique des dents et lui remettre des belles incisives et des belles canines pour qu'il puisse justement sourire et avoir quelque chose de très correct. Et ça, c'est avec les facettes. Et ça, c'est avec des couronnes. Parce que c'était tellement cassé. Les facettes, disons que c'est de la médecine un peu esthétique très légère, très douce. On a des situations qui méritent des facettes et d'autres, malheureusement, où tout est détruit, il faut reconstruire avec plutôt des couronnes et des bridges. Tout ce travail-là, tu as mis combien de temps pour pouvoir le réaliser ? Alors, un travail comme celui-ci, on va dire que si, dans une structure comme la mienne, vu que j'ai toutes les spécialités sur place, c'est un avantage. C'est un avantage parce que du coup, le patient, en 1 à 2 journées, il vient faire les premières étapes, nettoyage et de
d'implantation et ensuite on laisse cicatriser quelques mois, en général 2-3 mois. Quand les implants ont bien pris et que ça a bien cicatrisé, à ce moment, je peux réaliser tout le sourire et en général, en 3 séances, je peux finir. Donc, on va dire que ce patient-là, en tout et pour tout, il a passé entre 4 et 6 mois pour son travail global avec peu de rendez-vous sur place. C'est raisonnable. Hein. C'est assez raisonnable. Ça, c'est parce qu'on a des structures, enfin des patients assez compliqués qui viennent nous voir. Et en général, donc, on est habitué à traiter beaucoup de dents. Si on est un peu moins expérimenté, on peut traiter ce genre de cas. Ça sera un peu plus long. Ça va peut-être durer entre 6 mois et 1 an. Mais le patient, avec beaucoup de rendez-vous, mais on arrivera à terme. Mais c'est sûr que pour le confort du patient, c'est toujours plus simple de travailler sur plusieurs dents. Le fait que tu puisses réduire le nombre de séances, tu peux prendre en charge des patients qui ne vivent pas à côté de ton cabinet. Oui. Par exemple, aujourd'hui, j'imagine que pour toi, c'est pareil. En tant que spécialiste de greffe osseuse, à mon avis, toi, en général, je ne greffe pas les os, mais les cheveux. Oui. Mais du coup, en général, toi, les cheveux, c'est souvent du one shot. Oui, enfin, du one shot, oui et non, parce que les patients, ils continuent à perdre leurs cheveux, donc ils peuvent revenir me voir au bout de quelques années. D'accord. Mais effectivement, comme toi, j'ai des patients qui viennent pas que de la région parisienne, mais de partout de France et d'ailleurs. Ça, du coup, c'est un avantage que tu peux te permettre, parce que je sais que j'avais entendu que certains experts aussi en greffe capillaire ont vu qu'ils débutent ou quoi, ils font quelques petits cheveux par quelques petits cheveux. Et du coup, pour le patient en soi, c'est très embêtant parce que c'est embêtant et puis c'est pas recommandé. C'est pas recommandé. On va créer de l'inflammation, on va créer de la fibrose, donc il vaut mieux faire peu de séances avec un bon praticien. Exactement, et du coup, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, nous aussi, c'est de faire par exemple une dose d'antibiotiques. Et pendant cette dose d'antibiotiques, on essaie de faire le maximum de soins. Parce qu'évidemment, il faut essayer de réduire les doses d'antibiotiques, parce que on sait les conséquences sur le microbiote et compagnie, c'est pas terrible, donc on essaie de vraiment les réduire pour essayer d'être le plus efficace possible et pour le bien-être du patient. J'ai vu sur les réseaux des systèmes de blanchiment. Alors qui ne sont pas prescrits ou faits par des dentistes. Tu en penses quoi? Donc la législation aujourd'hui va interdire aux fabricants de produits de blanchiment de vendre des produits à plus que 0,1% de peroxyde d'hydrogène. D'accord. Donc c'est ce qui permet le blanchiment. Voilà. En général, le blanchiment, comment ça marche? On dépose peroxyde d'hydrogène qu'on dépose sur l'émail. Et l'émail va justement avoir une petite réaction chimique et on va obtenir un émail plus clair, plus blanc. La concentration du produit va être importante. Avant, à l'époque, et même aujourd'hui, on peut retrouver des produits de peroxyde d'hydrogène qui sont concentrés à presque 40%. C'est ce qu'on utilise parfois pour faire des blanchiments au fauteuil, c'est-à-dire pendant 1 heure. Mais finalement, on a remarqué que le résultat était souvent mitigé, que les produits moins concentrés sur une durée plus longue marchent mieux. Et donc, nous, les dentistes, on peut utiliser des produits de peroxyde d'hydrogène, à base de peroxyde d'hydrogène, qui montent jusqu'à 6%. D'accord. Donc, contrairement aux grandes surfaces ou aux pharmacies, on peut, nous, utiliser des produits plus concentrés, mais ça nécessite une consultation au préalable pour savoir si tout va bien. Parce que ce produit-là est très irritant. Si les gencives ne sont pas bonnes ou s'il y a des caries ou des choses comme ça, c'est dangereux. Donc, c'est pour ça que la limiter à 0,1%, c'est plutôt une zone de confort pour les fabricants. Parce que finalement, l'effet va être assez minime, assez léger. C'est moins efficace. C'est pas très efficace. D'accord. Disons que ça marche très très peu, mais bon, pour certains, ça leur convient. Mais pour avoir un effet sur du long terme et avoir des dents qui vont rester blancs assez longtemps, 2, 3, 4, 5 ans, c'est pas les bonnes techniques à utiliser. D'accord. Donc il vaut mieux, si on veut vraiment avoir un résultat blanc, aller voir un dentiste spécialisé et faire un vrai diagnostic et faire un blanchiment avec des petites gouttières à la maison pendant une durée de 3 à 4 semaines. D'accord. Si on veut avoir un résultat durable et sécure, et surtout un bon résultat, il vaut mieux aller chez un dentiste. Voilà, si on veut avoir, comme tu dis, un résultat qui marche et avoir un vrai résultat visible, il faut utiliser les bons produits et les bonnes techniques. C'est comme, j'imagine que toi, au niveau des lèvres, certains utilisent des lipsticks qui font un peu gonfler. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça marche, ce truc. Là, c'est des réticulations, c'est des propriétés différentes. Au niveau des lèvres, on utilise un produit très fluide qui va bien s'incorporer. La lèvre, ça bouge, donc pour éviter d'avoir la formation de boule. Donc oui, on a des produits spécifiques aux lèvres. Mais tu sais, par exemple, il y a des... moi, j'ai vu pas mal de mes patientes qui utilisent un espèce de rouge à lèvres qui fait pic-pic, là, et du coup, ça fait remonter les lèvres. J'imagine que ça doit être le même effet que les produits de blanchiment qu'ils achètent en vente. Éphémères. Éphémères, etc. Donc, il y en a pour qui ça suffit. Et finalement, s'ils veulent vraiment quelque chose de bien, et ils ont besoin d'aller voir des pros. Pour
tout à fait honnête avec vous, j'ai fait un blanchiment dentaire il y a quelques mois. Je suis ravie du résultat, mais je suis accro au café. Ah, moi Donc, aussi. moi aussi, bon, voilà. je vais me servir. C'est ça notre problème. Comment ça va évoluer et as-tu des conseils à me donner? Alors, disons qu'en fait, le blanchiment des dents, pour être plus précis, ça agit vraiment au cœur de l'émail et on a des réactions chimiques qui se passent. Donc, en fait, cette réaction chimique, évidemment, boire du café, fumer, du thé, etc., ça va créer une coloration de surface qu'on peut facilement retirer avec, en se brossant bien les dents déjà et en allant faire des détartrages. Et ensuite, la coloration de l'émail blanche, disons que celle-là, elle va s'atténuer dans le temps puisque ces réactions chimiques qui se passent avec le peroxyde d'hydrogène vont s'atténuer. Et donc, ce qu'il faut pour entretenir le blanchiment, c'est de garder du coup ces gouttières qu'on a faites et peut-être entretenir chaque année ou chaque 2 ans après un détartrage. Le fait de boire du café, de fumer, etc., oui, on va entraîner une couche de coloration qui va se poser sur les dents, qui va nous masquer un peu ce blanc. Il y avait une promotion de dentifrice, le dentifrice bleu, qui soi-disant fait blanchir j'ai les encore dents. vu ce matin, ça s'appelle... je ne sais plus comment il s'appelle ce produit, mais en fait, ça c'est très intéressant aussi. C'est comme certains dentifrices qui sont plutôt bleutés. Si j'ai bien compris la notion, c'est on joue sur les indices optiques en mettant du bleu ou du violet sur les dents. Le mélange avec le jaune des dents et puis en fait le rose de la gencive fait que l'effet visible sera un peu plus clair. Mais c'est comme si on déposait une mini couche sur la dent qui va, avec le jaune en dessous et le bleu, va donner une espèce de coloration un peu plus blanche. Mais voilà, c'est très éphémère. D'accord. Alors, en parlant du dentifrice, quel est le dentifrice qu'utilise le docteur Ralph Badawi? C'est une très bonne question. Secret. C'est une très bonne question. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est une très bonne question que tu poses, Sarah, parce qu'en fait, le dentifrice, j'imagine que c'est un peu pareil pour certains produits de beauté. En fait, le dentifrice va jouer sur 5% du brossage. C'est pas la chose la plus importante dans un brossage. Le plus important, c'est de brosser ses dents avec une brosse à dents et des petites brossettes. Donc ça va faire à peu près 95% du brossage. Après, le dentifrice, moi, ce que je conseille à mes patients, c'est d'utiliser celui qu'ils préfèrent. Celui qu'ils préfèrent, c'est celui qui leur donne envie d'aller se brosser les dents. Parce que voilà, on en a certains des dentifrices qui sont pas très bons, qu'on n'aime pas. Bon, celui qu'on apprécie, on va vouloir aller se brosser les dents, et se brosser les dents de manière plus approfondie. Donc, disons qu'on peut choisir le dentifrice qu'on veut. Moi, j'ai tendance à choisir des dentifrices plutôt type blancheur, etc., même si je sais que ça marche pas. Mais psychologiquement, je me dis, c'est un dentifrice à pâte blanche. Et voilà, et puis les effets un peu transitoires des produits font que voilà, on a des dents un peu plus claires. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est surtout de brosser et d'aller entretenir son sourire chez le dentiste chaque 6 mois. J'étais ravie de te recevoir. Avant de te laisser partir, est-ce que tu as des conseils ou des petits tips à donner aux gens qui nous écoutent? Écoute, les conseils que je pourrais donner aux gens qui nous écoutent seraient surtout de surtout bien brosser ses dents et de passer voir les dentistes chaque année au moins une fois pour pouvoir faire un diagnostic et voir si tout va bien. Et pour embellir son sourire, il existe des techniques qu'on peut retrouver donc chez les spécialistes en dentisterie esthétique et ces techniques-là sont assez faciles à mettre en œuvre, elles sont de plus en plus accessibles. Elles nécessitent par contre un vrai professionnel derrière pour que ça soit toujours parfait. Bon, je vais vite me brosser les dents après le café. Moi aussi. Merci encore une fois pour cet échange. Avec plaisir. Je vais mettre en description tous les liens pour tes réseaux sociaux et à très vite. À bientôt, Sarah. Regarde, j'ai fait un bloc-notes avec mon logo. Tu aurais dû me dire, j'aurais fait la même chose avec la spec. Tu m'as demandé de le faire cette semaine. Le détail. Ouais, comme les mugs. Ah ouais, oh, j'avais pas vu. Attention. J'avais pas vu, je pensais que c'était... Très bon café d'ailleurs. Bon, là c'est l'espresso, c'est pas nous. Surtout que je bois de l'eau.